Bonjour, bienvenue à la prépa ISP. Cette vidéo va corriger le sujet proposé au concours de DPIP, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. En 2022, le sujet en droit de la fonction publique, il s'agissait du sujet de l'épreuve d'admissibilité de la dissertation écrite en 4 heures. Alors, on procédera en 2 temps. Je commencerai déjà par vous analyser le sujet, étude du libellé, voir quels éléments pouvaient être mobilisés pour traiter ce sujet, voir également la manière dont on pouvait envisager un traitement en termes de plan, et enfin une deuxième partie qui est un corrigé qui se propose d'avoir un plan détaillé. Alors, le sujet était la transformation de la fonction publique. Ce sujet, tel qu'il est présenté, peut donner une impression de facilité. C'est simple, la loi du 6 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique. Le codier va se dire « je vais traiter la loi de transformation de la fonction publique ». C'est inexact. Si la question avait été les apports de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il aurait été libellé tel quel. Donc il ne fallait pas se limiter à la loi du 6 août 2019. Le sujet n'est pas les apports de la loi du 6 août 2019. Par ailleurs, la transformation de la fonction publique, ça ne renvoie pas seulement à cette loi, ça renvoie également au ministère de la fonction publique, puisque depuis juillet 2020, la titulaire de ce portefeuille ministériel, Amélie de Montchalin, est ministre de la transformation et de la fonction publique. Alors, je sais qu'il y a une partie de nominalisme. Je sais souvent que l'idée va implicitement modifier le contenu. Mais ce n'est pas anodin. De la même façon que le ministère de la Transition écologique n'est plus le ministère de l'Environnement, qui prévoit, qu'il a en tout cas comme ambition de préparer la France à la transition environnementale, là, la transformation et la fonction publique, ce n'est pas la transformation de la fonction publique, mais l'idée, c'est que l'action publique doit se transformer, doit évoluer, et ça doit aussi une transformation de la fonction publique elle-même. Bref, la transformation est un thème à la mode en droit de la fonction publique. Alors, plusieurs aspects. Déjà, ce sujet ne concerne pas uniquement la fonction publique d'État. C'est aussi bien la fonction publique d'État que territoriale et hospitalière, donc vous pouvez avoir un champ qui est large. C'est un thème sur lequel vous pouvez penser à l'actualité, au-delà de la loi du 6 août 2019. Pensez à la suppression de l'ENA, qui vise justement à transformer, déjà par les actions au sommet, sur le mode de recrutement de ce qui constitue aujourd'hui les administrateurs de l'État. La question de la laïcité, la question du devoir de réserve. Dans quelle mesure les agents publics ont-ils un devoir de ne pas mettre en avant leurs propres opinions? L'action publique qui doit être transparente et rendre des comptes. Donc c'est un sujet qui, au-delà de la loi du 6 août 2019, certains des thèmes sont récurrents, mais la suppression de l'ENA ou la laïcité ou le devoir de réserve également ne sont absolument pas dans la loi du 6 août 2019. Donc on voit qu'on a un champ qui dépasse celui de cette loi dont on aurait pu penser quel était effectivement, dans une première approche, quel était le sujet posé, exclusivement le sujet posé. Une fois que vous avez vu ce libellé, il va falloir vous poser un certain nombre de questions. Il faut problématiser le sujet. On a typiquement un sujet qui n'est pas problématisé, qu'il va donc falloir traiter sous forme de questions. Pourquoi y a-t-il une transformation? Par rapport à quoi y a-t-il une transformation? Quels sont les objectifs de cette transformation de la fonction publique? Y a-t-il une transformation effective? C'est une question récurrente. Il ne suffit pas de voter une réforme, encore faut-il que les pratiques changent, que cette réforme soit mise en œuvre, car il y a une prégnance des pratiques. L'exemple classique étant l'évaluation. L'évaluation des fonctionnaires, pendant un temps, consistait, en fonction de l'ancienneté, à gagner un demi-point, si bien que tout fonctionnaire d'une certaine ancienneté avait la note maximum. Bon, l'évaluation aujourd'hui a changé de nom, a changé de pratique, on a mis en place de nouveaux éléments, par exemple les besoins de formation, mais y a-t-il un changement? Que reste-t-il à faire? La transformation effective, jusqu'où va-t-on aller? Donc sur un sujet de ce type, qui avait une apparence de simplicité, il y avait à avoir une réflexion qui est plus large et également, dans le terme de la démarche, aller au-delà. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'est le système français de fonction publique. Et c'est vrai que c'est ce qu'a voulu la loi du 6 2019, transformer la fonction publique française, mais l'a-t-elle effectivement transformée? Ces différents types d'interrogations, ces différents types de démarches étaient, à mon avis, le moyen d'avoir une réflexion qui dépasse ce qui pourrait être une simple récitation de cours, en tout cas d'avoir une problématique, d'avoir un raisonnement, une organisation de la copie.
Alors, quels sont les thèmes qui peuvent être en lien avec le sujet? Le modèle français de fonction publique, le système de la carrière. Voilà ce qu'est ce modèle. Il est évident qu'on attend qu'il vienne. La prégnance du statut général de 1983, qui est hérité du premier statut républicain de 1946. Le tout premier statut était en 1941, donc sous l'État français, il n'est pas républicain. 1946, un certain nombre de droits qui sont consacrés aux fonctionnaires, comme le droit de grève. On a un certain nombre de principes qui ne sont pas remis en cause, qui restent prégnants, et c'est ça aussi qui est important, puisqu'en fait, on va voir, même si elle transforme la fonction publique, ce n'est pas une loi qui crée une nouvelle fonction publique. Les principaux apports de la loi du Sud 2019. Ce n'est pas parce que le sujet n'est pas la loi du Sud 2019 qu'il ne faut pas en parler. Il y a un certain nombre de sujets qui me semblent indispensables, d'autres points sont plus accessoires. Les règles sur l'entrée en fonction et la cessation de fonction, je reviendrai après dans le plan détaillé. L'idée de carrière plus individualisée, il y a comme la réforme de la notation, mais il y a aussi le champ disciplinaire. Les questions d'avancement, on attend que vous citiez les lignes directrices de gestion, mais aussi les nouveaux droits. Droits pour les personnes handicapées, égalité homme-femme, lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. C'est autant d'éléments qui sont dans la loi du Sud 2019 qui tendent effectivement à donner un nouveau visage aux droits de la fonction publique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la loi du Sud 2019 n'est pas la seule qui tend à transformer la fonction publique. Elle s'inscrit dans une évolution plus large du système français de la fonction publique. Le mouvement dit de travaillisation, c'est-à-dire de droit du travail. Dans quelle mesure le droit du travail va-t-il avoir une incidence? Typiquement, l'interdiction de licencier une femme enceinte, l'obligation de rémunérer tout agent public au SMIC, même s'il n'est pas fonctionnaire, puisque là, ce sera un des points à voir. Le fait qu'il y ait des contractuels, c'est un changement par rapport au statut, mais il y a toujours existé des agents contractuels. Logique de performance, la LOLF, avec une culture d'évaluation, de responsabilisation des gestionnaires, l'influence du droit européen qui va participer de l'évolution du droit de la fonction publique, mais aussi un contexte budgétaire qui est contraint, qui posera la question de l'évolution du nombre d'agents publics. Bref, on a donc des évolutions qui sont antérieures à la loi du 2019, mais aussi des évolutions qui lui sont postérieures. Je pense au recours au télétravail, qui a été facilité dans le cadre de la pandémie, ou encore au recours à la négociation collective dans la fonction publique, même si là, c'est aussi une des conséquences de cette loi du 6 août, c'est en tout cas postérieur. J'insiste bien, après avoir fait une évocation rapide, on y reviendra ensuite plus en détail dans le corrigé, que c'est un sujet de droit de la fonction publique. Ce n'est pas un sujet de science politique. La question n'est pas de savoir s'il est légitime que l'État agisse dans le cadre d'un service public par des agents, est-ce qu'il faut déléguer, est-ce qu'il faut que ce soit pris en charge par le secteur privé, les délégations de service public, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas non plus un sujet de gestion des ressources humaines. Les aspects LOLF, culture de l'évaluation de la performance, ont vocation à figurer comme argument, mais elles n'ont pas vocation à structurer la copie. Ce n'est pas non plus un sujet de finances publiques, c'est-à-dire le coût de des dépenses salariales dans les dépenses publiques ne sont pas l'élément central, même si effectivement c'est aussi un des éléments. L'idée de dépenser moins pour dépenser mieux était des arguments, mais ce n'est pas le centre, ce n'est pas le cœur du sujet. On attend réellement dans vos arguments que vous mettiez en avant des éléments de droit de la fonction publique, purement de droit de la fonction publique. Alors, une fois qu'on a vu ça, voyons comment élaborer le plan. Pour ma part, j'en reviens aux questions fondamentales, les W, pour parler comme en anglais. Who, what, when, where, why, how. Il y a toujours la lettre W là-dedans. Et en fait, vous allez voir que la manière dont se structurer la copie répond à ça. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est une transformation, c'est parce qu'il y a un autre modèle. Quel était le modèle français? Quels étaient ses apports? Quelles étaient ses limites? Et bien en fait, ce sera mon grand 1. Comment? Une réforme de transformation, les principes, la loi du Sud 2019. Classique. Comment transforme-t-on la fonction publique? Pourquoi la transforme-t-on? Par rapport à quoi? Mais la transforme-t-on réellement et comment? Comment? C'est la mise en application des principes de la loi du Sud 2019, à résulter dans le cadre d'évolutions plus larges, qu'il s'agisse du droit du travail, d'européen. Ce sera mon grand 2A. Et enfin, jusqu'où? Est-ce que la fonction publique française a été véritablement transformée? Peut-on parler de transformation? Quelle est la prégnance de ce qui existe avant? A-t-elle été trop transformée? Même si vous n'avez pas apporté de jugement, c'est le jusqu'où, ce sera le grand 2B. Le plan, il est finalement assez classique.
Que fait-on? Pourquoi le fait-on? Comment le fait-on? Jusqu'où le fait-on? Sauf que vous voyez, le pourquoi, quoi, comment et jusqu'où, je les aménage un peu. Évidemment, on attend des phrases titres, on attend des plans apparents. Il faut donc une certaine élaboration, une certaine, j'ai envie de dire, un certain approfondissement de la manière dont ces différents sujets sont abordés. Alors, sur le temps de la copie, je n'insiste pas, mais je vous rappelle qu'on attend sur un devoir de 4 heures qu'il y ait un temps du sujet d'élaboration du plan assez long. Je vous conseille 1 heure, ça peut mettre 1 heure et quart s'il y a des difficultés, ça peut être un peu moins. C'est extrêmement important que vous recoupiez tout. Vous n'avez pas le temps, au moment où vous rédigez, de vous dire « Ah, j'aurais dû évoquer ce sujet-là ». Ça doit figurer avant. La rédaction, elle peut être en 2h45, avec 2 parties, ça fait 1 heure par partie, 1 demi-heure pour l'introduction, 1/4 d'heure pour la conclusion. Ça veut dire aussi que vous devez avoir à côté de vous une montre en regardant si vous êtes dans les temps pour rendre la copie à temps ou, à contrario, ne pas finir trop tôt. Enfin, un temps de relecture. Vous passez un concours de la fonction publique. Tout concours de la fonction publique considère que les exigences formelles sont fondamentales. C'est aussi ce que j'appelle une réserve de temps pour aléa, pour incertitude. Je sais pas, vous devez aller aux toilettes, vous avez besoin de vous restaurer ou de boire. Je consacre 15 minutes dans cette structure de temps. Bien évidemment, ce sera à vous de la déterminer, mais elle vous donne à peu près une idée de la manière dont vous allez vous organiser. Bien évidemment, ça peut être différent. Si vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, il y aura peut-être plus que 15 minutes. Peut-être faudra-t-il le faire en cours de rédaction plutôt qu'une demi-heure à la fin. Là aussi, vous avez, évidemment, c'est vous qui êtes seul pilote à bord et seul maître de votre organisation. Alors, j'en arrive, après ces considérations d'ensemble, au plan détaillé. Je commence en introduction par rappeler qu'il y a un nouveau gouvernement, formé par Jean Castex en juillet 2020, qui crée le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. De façon que naguère la réforme de l'État était un thème transversal, un serpent de mer qui revenait régulièrement dans les discussions qu'on pouvait avoir sur le rôle de l'État. Aujourd'hui, la transformation de la fonction publique est devenue un leitmotiv et un gimmick. Évidemment, vous ne dites pas leitmotiv et gimmick. Par contre, vous dites qu'effectivement, l'idée de réformer l'État, donc de transformer la fonction publique, donc déjà de transformer les agents publics, fait partie des interrogations qui se posent et est une des justifications de ce sujet. Aujourd'hui, l'ambition est de transformer la fonction publique. Mais la question, la fonction publique doit-elle être transformée? C'est le pourquoi. Et dans quelle mesure la loi du 6 août 2019, ainsi que sa mise en œuvre, a-t-elle effectivement transformé le système français de fonction publique? Problématique assez simple. Quelle transformation? Pourquoi une transformation? En fait, je reprends les éléments tels que vous les avez vus, sauf que je les explicite sous des formes de questions qu'on avait au début, ce que j'appelais mes W ou mes W. Une question qui se pose, faut-il que la problématique soit sous forme d'interrogation directe? Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Ça mérite de la clarté, dès lors que votre style n'est pas elliptique, que vous parlez de manière avec un bon français, c'est tout à fait du domaine du possible. Donc une introduction, je n'insiste pas, toujours 3 éléments, des éléments de contexte, éventuellement de définition du sujet. Donc la référence à la loi du 6 août 2019, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que ça c'est la conséquence logique de la fin des aspects contextuels, la problématique et enfin l'annonce du plan. Grand 1, la loi du 6 août 2019 a entendu procéder non seulement à une modernisation, mais plus largement à une transformation du système français de la fonction publique. Les ambitions. A, si le modèle français de la carrière a connu en pratique des adaptations, je vous dis déjà le grand B, la loi du 6 août 2019 a entendu modifier en profondeur le droit de la fonction publique. Vous noterez que je n'emploie pas le mot transformation à toutes les sauces. Le mot transformation, c'est aussi de l'ordre du slogan, et c'est normal. Le politique affiche ce qu'il veut faire, il affiche une ambition, donc il est assez normal qu'on ait un mot qui soit fort, comme un mot transformation de la fonction publique. Comme évidemment, toute la question de savoir est-elle vraiment transformée, est-elle révolutionnée, est-elle réformée, j'emploierai plusieurs fois de jeux des synonymes, changement en profondeur, adaptation, donc qui permettent également de lisser. La langue française a suffisamment de synonymes pour que vous puissiez jouer sur le jeu de ces synonymes. Donc grand A, si le modèle français de la carrière a connu en pratique des adaptations. Déjà, on rappellerait le système français de la carrière, qui n'est pas propre à la France. Vous l'opposerez au système de l'emploi,
Vous rappellerez qu'il repose sur l'idée que des besoins permanents doivent être occupés par des emplois permanents, qu'il doit s'agir en particulier de fonctionnaires qui ont des droits et des devoirs, qu'une situation, qui est une situation statutaire, qui est liée par le fait qu'ils sont titulaires de leur grade et d'un indice. Donc ça, ce sont des éléments, je n'y reviens pas, le cours est assez explicite là-dessus, dont on attend une présentation. Transformation de la fonction publique, c'est transformation par rapport à quelque chose. J'attends, dans cet aspect-là, même si ça ne fait que 2 lignes, un développement assez significatif qui dépasse les 15 lignes. Peu importe que vous me disiez que le système de la carrière existe au Québec, alors que le système de l'emploi existe aux États-Unis et en Italie, ce n'est pas l'objet. En tout cas, vous pouvez le mettre d'emblée. Ce modèle n'est pas immuable. Dès le début, il faut préciser que ce modèle, il est lié à un certain nombre de statuts, le statut général, qui lui-même a été réformé entre 1946 et 1983, et surtout qui va connaître un certain nombre d'évolutions. Il va s'adapter à des corps. Il a toujours existé des statuts autonomes. Il y a d'autres voies de recrutement que le concours. Le concours n'a jamais été l'unique voie. De même, il y a toujours des agents publics qui n'avaient pas le statut de fonctionnaire. Cependant, c'est là que je parle de Halolf, celle-ci introduit une démarche de performance qui est la contrepartie à la responsabilisation des gestionnaires et qui part du principe que des règles de gestion privée doivent également guider la manière dont la fonction publique doit être gérée, y compris dans l'aspect gestion des ressources humaines. Alors, une des grandes questions qu'on peut se poser, on a parlé de toutes influences, on a parlé de la LOLF, de l'influence du droit du travail qui va évoluer sur la jurisprudence du droit européen ou le maître. Là, j'ai mis cette fois-ci la LOLF dans mon grand 1A, la loi organique relative aux lois de finances. J'aurais pu le mettre dans les autres facteurs d'évolution, dans le grand 2A. Vous avez une certaine liberté d'organisation. Le plan, il n'y a pas un plan unique. Ce n'est pas un plan imposé. Ce qu'on attend, c'est que ce plan permette une démonstration claire, qu'il permette de développer un raisonnement et qu'il montre une compréhension de la question posée et un traitement qui fasse le tour de l'ensemble des sujets. Donc, la LOLF doit pour moi être citée, pas outre mesure, ce n'est pas un sujet de gestion des ressources humaines, ce n'est pas un sujet de finances publiques. La question de savoir à quel endroit elle doit être citée, comment elle doit être citée, vous avez, disons-le, une certaine liberté d'organisation, fort heureusement. La dissertation est un exercice, j'ai envie de dire, c'est une figure libre, pour reprendre le patinage artistique, mais on attend toutefois un certain nombre de figures imposées. Après, de la même façon qu'en patinage, vous pouvez choisir l'ordre de faire vos figures, et bien là, c'est à peu près pareil, même si je vois difficilement comment parler du modèle français de carrière en fin de copie. Mais après tout, pourquoi pas? On pourrait dire la loi du sceau 2019 modifie, et de dire ensuite, oui, mais dans l'accès à l'emploi ou dans le fait de recruter contractuels, ça remet en cause le système de la carrière qui prévoit plutôt des fonctionnaires. Vous avez effectivement la possibilité d'adapter sensiblement la copie. Alors, la loi du CE 2019 a entendu modifier en profondeur le droit de la fonction publique. Là, vous allez devoir faire quelque chose de résumé, de ramasser au sens de quelque chose de réduit, et sur un ensemble de points. J'en ai mis 4, et pour la copie qui peut faire légitimement, allez, on va dire 8 pages, cette sous-partie peut faire 2 pages. Vous le structurez, vous mettez des petits 1 et petits 2, vous essayez aussi de l'organiser pour une certaine facilité de la lecture. Premier point, différence entre les phases de recrutement, phase initiale et phase de cessation de fonction. Deuxième point, dans l'exercice des fonctions. Troisième point, les droits, protection et droits des agents. Et quatrième point, en termes de transparence, de réponse en déontologie et aux attentes de l'opinion. Il n'y a pas de plan impératif. C'est une façon que j'ai choisi d'essayer de réorganiser. Et là, ce qui est encore mieux, c'est de montrer à chaque fois dans quelle mesure on change par rapport au système de la carrière. Parlons du recrutement. Le recours au contractuel, c'est une rupture par rapport à l'idée que les agents publics doivent être en priorité des fonctionnaires, notamment sur les emplois de direction. C'est-à-dire que les contractuels vont être généralisés à l'ensemble de la structure. La création du CDD de projet, là aussi, c'est encore un recrutement de contractuels sur un projet sur une durée limitée. Ça, c'est pour les phases de recrutement. Dans la cessation de fonction, logiquement, la cessation normale, habituelle de fonction était le départ en retraite. On crée un dispositif avec la loi du sceau 2019 de rupture conventionnelle, certes à titre expérimental, qui pourra donc se généraliser. Mais on prévoit aussi les plans de prévention reclassement dont on va faciliter, on va accompagner des départs vers le secteur privé, un peu comme dans le secteur privé pour quelqu'un qui va être accompagné par Pôle emploi pour avoir un nouvel emploi.
on recrée ces nouvelles modalités de changement. Bref, le modèle d'un agent qui rentre dans un corps où il a vocation à faire l'ensemble de sa carrière, à progresser suivant une grille indiciaire et ensuite à partir en retraite, ce modèle est battu en brèche. Déjà parce qu'il peut ne plus être fonctionnaire, parce qu'il peut partir avant et parce qu'il peut ensuite aller vers d'autres fonctions publiques. Vous auriez pu aussi ici parler de la facilité du passage d'une fonction publique à une autre. Dans l'exercice des fonctions, il y a une plus grande individualisation de carrière. C'est là que vous pouvez parler des changements de la procédure d'évaluation, des changements de la procédure d'avancement. On attend, parce que c'est quand même un des grands éléments, une des grandes innovations que vous mentionnez, les directrices de gestion, et le fait que les commissions administratives paritaires sont recentrées sur les éléments essentiels de la carrière du fonctionnaire et ne sont plus consultées sur les propositions d'avancement. C'est là aussi que vous pouvez évoquer la gestion prévisionnelle des emplois des compétences, ou aussi les aménagements de la procédure disciplinaire, la fin, par exemple, du Conseil supérieur de la fonction publique d'État comme instance de recours. Là aussi, il y a une individualisation des carrières qui laisse plus de liberté aux gestionnaires, qui vise aussi à davantage récompenser au mérite dans les structures d'avancement, mais aussi à tenir compte des capacités et des besoins d'évolution. Les directrices de gestion prévoient des avancements en fonction de ce que va constituer telle dépense et va justement prendre en compte ce coût supplémentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y a plus un droit à avancement, mais qu'un avancement va être modulé en fonction des marges budgétaires disponibles. En tout cas, c'est le principe des lignes directrices de gestion. Troisième point, en renforçant les droits et protections des agents. Dites un mot sur les contractuels. Ce n'est pas le recours normal de la fonction publique, même s'ils ont toujours existé. On va renforcer notamment les indemnités de fin de contrat. Les handicapés, vous pouvez parler du congé de proche aidant, vous pouvez parler aussi du détachement ascensionnel qui permet pour un handicapé d'intégrer un corps qui est supérieur. Vous avez parlé de l'égalité homme-femme, avec notamment les mesures pour les jurys de concours. Vous pouvez parler aussi des mesures, et vous devez parler des mesures contre le harcèlement moral, contre les violences sexuelles et sexistes. Ce sont l'ensemble d'éléments, donc qui sont l'aspect protection, qui doivent aussi figurer dans la copie. Ce sont des grands changements de la loi du CE 2019. Dire, mais en quoi ça va transformer la fonction publique? Ça la transforme dans l'idée que l'agent est un citoyen qui a des droits, que la santé morale au travail va se rapprocher du secteur privé, et que ce sont donc des éléments, l'égalité homme-femme, longtemps était considérée, peu importe, seule égalité en fonction des compétences, et s'il n'y a pas de femmes dans un concours, il n'y aura pas de femmes. Donc l'idée déjà d'avoir une égalité homme-femme, l'idée d'avoir une parité de jury de concours, ça rompt par rapport à un modèle traditionnel. Certes, qui répond aux évolutions de l'opinion, certes, qui répond aux évolutions du temps, et bien justement, ce sera le quatrième point, la réponse aux attentes de l'opinion, que ce soit des obligations déontologiques, que ce soit des obligations de transparence, ça va être l'encadrement des plus hautes rémunérations, mais le fait qu'elles soient aussi connues, le nouvel encadrement des règles d'empantouflage, le rôle que joue à cet égard la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, je ne développe pas, sont des éléments de cours qui ont tout à fait vocation à figurer ici et qui montrent aussi que le fonctionnaire est un agent qui non seulement rend compte à l'administration, qui n'est pas un agent qui est situé par rapport au service public, mais un agent qui rend compte à l'opinion. L'idée de devoir rendre compte est une démarche totalement nouvelle, non pas qu'elle soit absente du modèle de la carrière, mais elle n'en est en tout cas pas un élément déterminant tel que le système de la carrière a été envisagé. Toutefois, vous noterez qu'il y a des limites, et là je vous en propose d'en mettre une pour faire la transition avec le grand 2, mais la référence reste l'emploi de fonctionnaire à temps plein. Donc fonctionnaire à temps plein qui n'est pas un temps partiel, qui n'est pas un contractuel, en CDI. Dès lors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a véritablement une transformation concrète de la fonction publique? Jusqu'où y a-t-il eu transformation? Ce sera le grand 2. Alors, le grand 2. Une transformation de la fonction publique française exige, au-delà des changements des droits, une évolution des pratiques. Vous voyez que j'emploie des termes qui cinglent, exige, demande, appelle une évolution des pratiques. Ce n'est pas parce que vous n'employez pas, vous devez éviter de formuler toute opinion personnelle que vous n'avez pas la possibilité d'employer un langage un peu flamboyant. Bon, après, on n'est quand même pas dans du grand art oratoire. Hein. Alors, grand A, les évolutions du droit de la fonction publique s'inscrivent dans un champ plus large, de montrer que ce n'est pas seulement la loi du CE 2019 qui va transformer la fonction publique. C'est là
que vous allez évoquer le rapprochement avec le droit du travail, l'interdiction des femmes enceintes, pas de rémunération en dessous du SMIC, Aragnou contre Ville de Toulouse, autant d'arrêts sur lesquels je ne développe pas. Mais vous pouvez dire également que la loi du 2019 ne fait finalement que prolonger. Et pour éviter de vous répéter sur ce que vous dit avant, vous pouvez parler du congé de proche aidant. Il est important aussi que dans vos arguments, que vous évitiez de les dédoubler. Si vous décidez de montrer, par exemple sur les discriminations, que c'est une tendance de travaillisation, de rapprochement avec le droit du travail, vous pouvez l'évoquer dans les changements de la loi du 6 août 2019, mais vous le développerez dans cette partie-ci. Il faut voir que ce rapprochement s'est fait via la jurisprudence, qui a dégagé les principes généraux du droit, mais aussi, et c'est nouveau, par des évolutions qui relèvent du cadre législatif. Les évolutions européennes sont absolument fondamentales, et quand je dis européen, c'est aussi bien le droit communautaire que le droit européen de la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit de la Cour européenne des droits de l'homme a été précurseur pour la garantie de certains droits, que vous pouvez tout à fait citer, je pense à l'égalité homme-femme, mais le droit communautaire joue aussi un rôle important, puisqu'il ignore la notion de fonctionnaire, il ne connaît que celui de travailleur, donc qu'il soit fonctionnaire ou agent public, il favorise la circulation au sein de l'Union européenne, et donc un des principes fondamentaux, c'est-à-dire l'idée que pour être fonctionnaire, il fallait être français, l'idée que dès lors qu'il n'y a pas de prérogative de puissance publique, vous puissiez accéder à la fonction publique française, est également un changement important qui doit être signalé. Alors certes, ce n'est pas le modèle de la carrière qui est remis en cause, mais en tout cas pas purement le modèle de la carrière, mais dans les composantes, l'idée de l'obligation de nationalité, on a effectivement ici aussi une évolution. Donc dire oui, il y a des évolutions, mais elles sont dans un cadre plus large, j'en vois deux, l'influence du droit du travail par le rôle du juge administratif, s'inspirant du juge judiciaire, et le rôle également des évolutions européennes. Grand B, des limites à la transformation de la fonction publique faisant apparaître des points de débat récurrents. C'est là que vous avez une certaine liberté d'organisation, mais c'est ça qui est assez pratique. Le grand 2B, déjà, c'est souvent la partie où vous avez moins de temps, parce qu'évidemment, nous sommes tous comme ça, nous aurons débordé dans, je vais vous dire, 2h45, bien sûr que nous irons au-delà. Et là, vous verrez aussi la possibilité de montrer que faire d'autre, que peut-on avoir d'autre. Déjà, dans l'élaboration des normes. La négociation collective est devenue possible dans des champs, donc avec les syndicats représentatifs de la fonction publique, mais on reste encore très largement de sources qui sont d'origine législative et réglementaire, qui ne sont donc pas négociées. Mais aussi à la place de l'agent public, qui, la loi du 6 août 2019 consacre un droit à la participation. Elle organise une réforme des instances consultatives. Donc il s'agit de l'élaboration des normes, il s'agit du rôle de l'agent, on a ici des évolutions. Alors, j'insiste assez peu sur ces points-là, j'aurais pu le mettre dans la loi du 6 août 2019, le fait que la CAP n'est plus consultée, car de fait, dans votre programme de concours, les instances consultatives n'y figurent pas explicitement. Le programme de cours le présente en annexe. Je trouve un peu surprenant que cet élément ne figure pas, il est nécessaire pour comprendre la manière dont c'est fait. Évidemment, si vous le connaissez, même si ce n'est pas explicitement le programme, évidemment, vous allez le citer. Vous pouvez préciser qu'un certain nombre de sujets font encore débat, l'idée de la fonction publique à vie, le devoir de réserve, qui n'est pas dans le statut général de 83, mais qui est une création jurisprudentielle des années 30. L'idée de continuité du service public et du droit de grève, la loi du 6 août 2019, de ce point de vue, introduit un certain nombre de réformes, en encadrant notamment le recours à la grève dans les services publics locaux, avec l'exigence au service minimum. Mais vous pouvez parler aussi que le droit de grève dans la fonction publique, il y a des obligations de préavis, ce qui représente aussi une différence par rapport au droit du travail. Quand on dit une transformation par rapport à quoi? La transformation, ça peut être un rapprochement du droit privé. On voit qu'il y a encore des différences qui sont liées à la mission même du service public. On peut aussi parler des missions 7 heures, qui n'ont été harmonisées que plus tardivement dans la fonction publique, et même encore plus tardivement dans certaines collectivités territoriales, où c'est seulement à partir de la loi du 6 août 2019 qu'elle met en place des délais pour adapter, pour là où des traditions de négociation avaient prévu qu'un temps de travail soit inférieur à 1600 heures, pour le porter à 1600 heures. Ce qui n'a d'ailleurs pas été sans susciter un certain nombre de contestations, notamment d'un certain nombre de collectivités locales intéressées. Donc voilà, de montrer qu'il y a des débats, qu'il y a toujours une spécificité de la fonction publique, et que ces débats continuent. C'est aussi là que vous pouvez dire ce qui reste du statut, à savoir que l'idée des grilles indiciaires demeure, aussi là que vous pouvez parler qu'effectivement le statut, la référence reste le contrat de fonctionnaire à temps plein. Donc c'est aussi là que vous pouvez parler de ces différents éléments. Voilà, donc des limites. En conclusion,
je dirais que la loi du 6 août 2019, là je résume ce qui a été dit, a posé des jalons pour une transformation de la fonction publique, mais les pratiques ne suivent pas forcément le droit. Je vais plus loin en montrant que plusieurs mesures, la mise en œuvre de plusieurs mesures auront valeur de test. Va-t-on réellement remplacer l'évaluation? L'avancement va-t-il cesser d'être en fonction de l'ancienneté et s'appuyer sur les lignes directrices de gestion? Est-ce que les lignes directrices de gestion limiteront le nombre de fonctionnaires promus ou pas? Là, seule un peu d'ancienneté, notamment de jurisprudence, permettra de le voir. Le régime disciplinaire va-t-il être modifié? L'avancement va-t-on avoir, c'est aussi une des inquiétudes, plus de recours devant les tribunaux administratifs puisqu'il n'y a plus la phase de la CAP? Ce sont autant d'idées, régime disciplinaire qui est la conséquence de l'individualisation des carrières, qui ne pourront être mesurées qu'à terme. Et là, j'élargis sur une note, je voudrais dire qu'on sort du droit de la fonction publique, elle est plus sociologique, de montrer que si on veut une fonction publique plus à l'image de la population, c'est là que vous pouvez parler de la réforme de l'ENA, avec l'idée d'administrateurs de l'État qui sont trop éloignés, estime-t-on, de la fonction publique, ce qui est vrai d'un point de vue sociologique. Les enjeux dépassent le droit de la fonction publique, qu'il s'agisse de l'éducation, de la formation continue, du changement d'emploi tout au cours de la vie professionnelle. Ce sont autant de problématiques qui se posent dans le secteur privé, qu'on va retrouver nécessairement dans la fonction publique. Vous pouvez citer un auteur comme Jeremy Rifkin sur la fin du travail, qui plaide par la fin du travail sur la diminution du temps de travail, mais aussi l'idée d'un revenu universel. Ce sont des problématiques qui sortent du champ strict du droit de la fonction publique, mais qui peuvent légitimement être évoquées, puisqu'en effet, ce sont des sujets en fin de copie. On peut montrer aussi une certaine culture générale. Le droit de la fonction publique n'est pas un îlot séparé du reste de la société. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet qui avait l'air faussement simple par le mot transformation de la fonction publique, qu'appelait non seulement effectivement à présenter la loi du Sud 2019, mais à le resituer dans un cadre plus large qui nécessitait une bonne connaissance du statut de 83, du système français de fonction publique, mais qui, à mon sens, en tout cas avec les éléments que vous propose le support de cours de l'ISP, pouvait tout à fait être traité dans les limites de l'exercice et de manière optimale. Voilà ce que je peux vous dire. Bon courage et à bientôt peut-être. Au revoir.